Peut-être que le comte Richard Coudenhove-Kalergi ne vous dit peut-être rien. Pourtant cet homme bien étrange est l'un des piliers de l'idéologie européenne. Il est né le 16 novembre 1894 à Tokyo au Japon et mort le 27 juillet 1972 à Schwerin en Autriche. C'est un homme politique, essayiste, historien et philosophe d'origine austro-hongroise par son père et japonaise par sa mère. Il est l'un des premiers à avoir proposé un projet moderne d'Europe unie. Il peut être considéré, au sens large, comme l'un des pères de l'Europe, dont il est un initiateur et un militant important. Son ouvrage le plus influent est le Pan-Europa, publié en 1923, dans lequel il exposait sa vision d'une Europe unie pour éviter de futurs conflits. Il a également plaidé pour une société cosmopolite et multiculturelle. Le concept de Kalergi plan souvent mentionné dans les discussions contemporaines fait référence à des idées qui ont été interprétées de manière différente et controversées par diverses personnes. Il est cependant plus connu sous le terme de plan Kalergi. Selon ce plan, il s'agirait d'un complot visant à promouvoir le mélange ethnique en Europe. D'après les ardents défenseurs d'une Europe unie, ces idées ne sont pas étayées par des preuves crédibles et sont largement discréditées par les historiens et les chercheurs. Voyons cela. Le 21 juillet 1922. Coudenhove-Kalergi lance son premier appel à l'unité de l'Europe dans la Neue Presse de Vienne et la Vossische Zeitung de Berlin intitulée « La question européenne ». Naissance du mouvement pour les États-Unis d'Europe ou mouvement pan-européen. Sont créées les éditions pan-européennes et du mouvement pan-européen. Il développe l'idée de réunir le charbon allemand et l'acier français. Il faudra attendre 1951 pour voir naître la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CK. En 1924 est créée la revue mensuelle Pan-Europa. Le secrétariat général du mouvement pan-européen s'installe à Vienne, au Furg. En octobre 1923, il propose donc le premier projet moderne d'une Europe unie dans son livre Pan-Europa, ouvrage prophétique et mobilisateur. Pour Richard de Coudenhove-Kalergi. Face au risque d'autodestruction que ferait courir une nouvelle guerre mondiale nécessairement plus destructrice que celle de 14 à 18, face à la concurrence américaine, et surtout aux dangers russes, l'Europe n'a d'autre choix que de s'unir. Pan-Europe deviendra la Bible du mouvement pan-européen. Il estime alors que son mouvement mérite un drapeau comme symbole de l'Union pan-européenne. Il choisit une croix rouge sur un soleil d'or. Selon lui, cette croix similaire à celle des Templiers comme par hasard, représente l'emblème de l'Union européenne supranationale tandis que le soleil évoque quant à lui, l'esprit européen illuminant le monde. Dans cette description artistique d'apparence anodine, quelque chose nous surprend presque immédiatement. Il faut savoir tout d'abord que la croix rouge figure aussi sur le tablier du deuxième grade du rite écossais ancien et accepté, c'est le grade de chevalier élu. En ce qui concerne le soleil, chez les maçons, il signifie le premier luminaire, et figure en haut et à droite du tableau d'apprenti. Enfin, l'emblème complet comprenant la croix rouge sur le soleil d'or, est précisément le même que celui de grand maître des Rose-Croix. Il est donc difficile d'attribuer une telle similitude au plus pur des hasards. Grâce à son ouvrage Pan-Europe. En moins d'un mois il recevra l'adhésion de plus 1000 membres à son mouvement pour l'Europe unie. Coudenhove-Kalergi était effectivement un franc-maçon, il a reçu l'initiation dans la loge maçonnique Humanita de l'Orient de Vienne en 1921. Il ne fait aucun doute que c'est dans l'influence de ces loges qu'il doit son succès auprès des grands de ce monde. La plupart des gens ne savent pas que Coudenhove-Kalergi est l'un des principaux protagonistes du processus européen et que ses idées servent à la planification de la disparition progressive des peuples européens. Il s'agit d'un obscur personnage dont les masses ignorent l'existence. Mais que les puissants considèrent comme étant le père fondateur de l'Union européenne. Dans le contexte actuel, l'immigration de masse est un phénomène dont les causes sont habilement dissimulées par le système oligarchique européen. Et la propagande, multiethnique, s'efforce de nous persuader qu'elle est inévitable. Dans cet article, nous voulons vous démontrer une fois pour toutes que cette immigration n'est pas un phénomène spontané. Ce que l'on voudrait nous faire croire comme étant une conséquence inéluctable de l'histoire est en réalité un plan étudié sur papier et préparé depuis des dizaines d'années pour détruire complètement le visage du vieux continent. En 1923 est publié à Vienne son livre Pan-Europa, traduction française en 1926. Sont créées les éditions pan-européennes et du mouvement pan-européen. Il développe l'idée de réunir le charbon allemand et l'acier français. Il faudra attendre 1951 pour voir naître la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CK. En octobre 1923, il propose le premier projet moderne d'une Europe unie dans son livre Pan-Europa, ouvrage prophétique et mobilisateur, édité en français en 1927. Pour Richard de Coudenhove-Kalergi,
face au risque d'autodestruction que ferait courir une nouvelle guerre mondiale nécessairement plus destructrice que celle de 14 à 18, face à la concurrence américaine, et surtout aux dangers russes, l'Europe n'a d'autre choix que de s'unir. En 1924 est créée la revue mensuelle Pan-Europa. Le secrétariat général du mouvement pan-européen s'installe à Vienne, au Furg. En 1925, il fait des tournées de conférences. Est fondé l'American Cooperative Committee of the Pan-European Union. Du 3 au 6 octobre 1926 a lieu le premier congrès pan-européen à Vienne. En 1929, Aristide Briand présente l'idée européenne à Société des Nations à Genève. Entre des peuples qui sont géographiquement groupés comme les peuples d'Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral. Richard Nicklaus de Coudenhove-Kalergi propose la création de l'hymne national européen sur une musique de Beethoven Ode à la joie. En 1930, au deuxième congrès pan-européen à Berlin, Richard Nicklaus de Coudenhove-Kalergi propose de célébrer une journée de l'Europe au mois de mai. Le 2 décembre 1933 est inauguré le Centre économique pan-européen à Vienne. Le 17 mai 1934, le gouvernement autrichien affirme son adhésion à la politique pan-européenne. Dans son livre remarquable, Cet étrange Monsieur Monet, Bruno Riondel, historien et professeur d'histoire, nous livre les fondements idéologiques de Coudenhove-Kalergi, un père fondateur dont on se passerait volontiers. Citons ces quelques passages révélateurs. Dans son autobiographie, Richard de Coudenhove-Kalergi raconte, au début de 1924, nous avons reçu un appel du baron Louis de Rothschild, l'un de ses amis, Max Warburg de Hambourg, avait lu mon livre et souhaitait faire notre connaissance. À ma grande surprise, Warburg nous a proposé spontanément 60 000 marks en or afin de stimuler le mouvement pendant ces 3 premières années. Max Warburg, directeur de la Banque de Hambourg, est le frère de Paul Warburg, le fondateur de la Réserve fédérale et premier dirigeant du Council of Foreign Relations. C'est la banque de la famille Warburg, la Kuhn, Loeb et compagnie, qui finance aussi, dans le même temps, les bolcheviks russes. Le lien entre la pan-Europe, le mondialisme et la finance anglo-saxonne est ainsi fait par les Warburg. Les frères Warburg sont aussi très liés à la société IG Farban. Max siégeant au comité directeur de la maison mère en Allemagne et Paul, à celui de la filiale américaine. Ces participations de financiers américains au conseil d'administration de nombreux groupes industriels allemands alimentent la thèse d'un large financement d'Adolf Hitler par le capitalisme américain. D'autant que dans certains cas ces participations américaines à l'économie allemande auraient duré jusqu'en 1942, c'est-à-dire après l'entrée en guerre des États-Unis contre le Troisième Reich. Il fut aussi soutenu par le monde de la presse et tout particulièrement par le célèbre journaliste britannique et rédacteur en chef du Times, Henry Wickham Stead, lequel était très lié au groupe de Milner et fut ainsi l'introducteur de Coudenhove-Kalergi au sein des cercles britanniques influents. Là, ce dernier développa des amitiés avec Philippe Kerr, Lord Lothian, Lionel Curtis et d'autres idéologues, milnériens, de l'internationalisme économique. Lié intimement à Jean Monnet qu'il fréquenta, lui aussi, dès cette époque. Richard Coudenhove-Kalergi rencontra aussi, et à plusieurs reprises, le colonel Haos, lequel lui permit de bénéficier de l'ouverture des plus puissants réseaux internationaux. Un autre homme, Nicholas Murray Butler, le président de la Fondation Carnegie pour la paix, membre du Council of Foreign Relations et de la Round Table, fut, confia plus tard Coudenhove-Kalergi, l'un de mes amis et protecteurs les plus actifs. Le fondateur de la Pan-Europe était aussi l'ami de Carlos Hofer, un théoricien allemand de la géopolitique qui mit plus tard ses savoirs au service des nazis et qui fut un ami intime de Rudolf Hess, le dauphin d'Hitler. Dès 1925, Richard Coudenhove-Kalergi l'européiste se révéla un mondialiste convaincu. La première option idéologique s'emboîtant parfaitement dans la seconde chez cet esprit porteur de convictions internationalistes très marquées. Certains prétendent que Richard Coudenhove-Kalergi aurait été habité par des obsessions racialistes. Il est en effet l'auteur d'un livre aussi stupéfiant qu'inquiétant, Praktischer Idealismus. Publié en 1925, à une époque où il éprouvait une fascination profonde pour Mussolini, et dans lequel il imaginait un avenir où les futurs Européens ne seraient plus majoritairement originaires du vieux continent, mais seraient issus de mélanges raciaux provoqués par le croisement des peuples européens avec des populations issues d'Afrique et d'Asie, dans le but de créer un troupeau multiethnique sans qualité spécifique et facile à dominer par une nouvelle élite, selon ses dires. La race du futur, négroïdo-eurasienne, écrivait-il, d'apparence semblable à celle de l'Égypte ancienne, remplacera la multiplicité des peuples par une multiplicité des personnalités. Il développe ensuite une série de préjugés qui frisent le racisme sur les métis, qui allient souvent l'absence de caractère, l'absence d'inhibition,
la faiblesse de la volonté, l'inconstance, l'impiété et l'infidélité avec l'objectivité, la polyvalence, la vivacité spirituelle, l'absence de préjugés et l'ouverture d'horizons. Prônant la création d'une élite basée sur l'eugénisme, il écrit encore, délirant, que « seule sera libre l'alliance des hommes les plus nobles avec les femmes les plus nobles, et inversement, les personnes de valeur moindre devront se satisfaire de personnes de valeur moindre. La nouvelle noblesse de reproduction du futur n'émergera donc pas des normes artificielles de la culture de caste humaine, mais plutôt des lois divines de l'eugénisme érotique. Le classement naturel de la perfection humaine remplacera le classement artificiel du féodalisme et du capitalisme. Il prône enfin la formation d'une caste, purifiée de tous ses éléments faibles en volonté et pauvres en esprit, laquelle sera le fruit de deux races de qualité, la noblesse de sang et le judaïsme. Séparées l'une de l'autre, chacune demeure fixement rivée à sa croyance en sa plus haute mission, en son meilleur sang, en une différence de rang humaine. Dans ces deux races avantagées et hétérogènes réside le noyau de la noblesse européenne du futur. Selon Kalergi, le socialisme, qui a commencé par l'abolition de la noblesse et par le nivellement de l'humanité, culminera dans la production de la noblesse, dans la différenciation de l'humanité, entre un peuple métissé et une élite sélectionnée par eugénisme. Une telle perspective justifie à ses yeux la révolution soviétique car, le bolchevisme russe constitue une étape décisive vers ce but, écrit-il, et rompt consciemment avec le démocratisme plutocratique qui domine aujourd'hui le reste du monde. Le livre de Kalergi a suscité des extrapolations complotistes inévitables et, en 1978, une rumeur concernant un douteux plan Kalergi, annonciateur d'un projet d'ethnocide culturel européen commença à se répandre. Voilà donc sur quel type d'idéologie repose la Constitution européenne. Il y a de quoi être surpris voire particulièrement inquiet. Un livre gênant pour les élites européennes précise encore Bruno Biondel. En effet, plutôt gênant, publié en 1925 la même année que le Mein Kampf d'Adolf Hitler, le livre révèle la présence, chez Koudenov-Kalergi, d'une obsession raciste inversée par rapport à celle que développait le dictateur nazi. À l'heure où la chancelière allemande ouvre les portes de l'Europe à une immigration massive et incontrôlée, un tel ouvrage prend une dimension particulière. Signe troublant, Angela Merkel fut, en 2010, le premier récipiendaire du tout nouveau prix Koudenov-Kalergi. Aujourd'hui rebaptisé Prix de l'Europe, lequel est décerné, tous les 2 ans à un dirigeant européen méritant, c'est-à-dire, selon les critères de l'oligarchie mondialisée, active dans la promotion du multiculturalisme. Angela Merkel, au profil particulier, incarne la synthèse du communisme et du capitalisme qu'idéalisent les théoriciens du mondialisme, élevé et formé dans l'ex-république démocratique allemande communiste que son père natif de l'Ouest rejoignit de son plein gré, alors que nombre d'Allemands faisaient le chemin inverse. Aux États-Unis, le Council of Foreign Relations, CFR, avait déjà mené une réflexion poussée sur le sujet, grâce aux financements apportés par les Rockefeller et autres financiers intéressés par le projet d'unification de l'Europe. Parmi les nombreuses études menées, l'une portait sur les mécanismes pour l'intégration économique de l'Europe. En 1946, une équipe de chercheurs du CFR, dirigée par David Rockefeller, produisit un mémorandum intitulé La reconstruction de l'Europe. Le document fut largement diffusé dans les coulisses du pouvoir américain. Koudenov-Kalergi qui militait activement aux États-Unis pour l'unification du vieux continent obtint, en 1947, le vote par le Congrès d'une résolution en faveur de la construction des États-Unis d'Europe. Une campagne médiatique organisée par le CFR fut orchestrée et la presse américaine, Life, le Washington Post, le New York Times et de nombreux autres journaux popularisèrent le thème parmi l'opinion publique américaine. 16 novembre 2012 à Vienne, le président Van Rompuy reçoit le prix Koudenov-Kalergi. Quoi d'étonnant après cela que l'ONU en l'an 2000 préconise une immigration de remplacement comme l'ont cité plusieurs organes de presse en janvier de cette même année 2000. Les migrations de remplacement, également appelées migrations de substitution, font référence au mouvement des populations migrantes vers des pays ou des régions afin de combler les lacunes démographiques résultant du déclin de la population et du vieillissement. Les pays confrontés à des populations en déclin et vieillissantes considèrent souvent les migrations de remplacement comme une solution potentielle pour contrer les effets économiques et sociaux négatifs de ces tendances démographiques. Cependant, cette approche soulève également des questions complexes liées à l'intégration culturelle, à la diversité, aux droits des migrants et aux effets à long terme sur la société d'accueil. Il est important de noter que les migrations de remplacement ne sont pas exemptes de défis. Elles nécessitent une planification soigneuse pour assurer une intégration réussie des migrants dans la société d'accueil, ainsi que pour éviter les tensions culturelles et sociales. Le journal Libération, du 6 janvier 2000, titre « L'immigration,
un remède pour la vieille Europe. Selon l'ONU, il faudrait 160 millions d'immigrés pour rééquilibrer la démographie de l'Union européenne. Comme par hasard, le journal Le Monde a la même date titre « L'Europe aurait besoin de 159 millions d'immigrés d'ici à 2025 ». Le journal Le Monde précise encore. La division de la population des Nations Unies prépare un rapport explosif sur les conséquences sur les pays riches des évolutions démographiques actuelles. La baisse régulière de la natalité et l'allongement de la durée de la vie vont bouleverser le rapport entre actifs et inactifs, qui passerait de plus de 4 pour 1 à 2 pour 1 dans les 50 ans à venir. Seule solution pour maintenir les grands équilibres socio-économiques, à commencer par le financement des retraites, l'appel massif à la main-d'œuvre immigrée. Les Nations Unies chiffrent les besoins globaux des pays européens à 159 millions de personnes d'ici à 2025, ceux des États-Unis à 150 millions. Le journal, Les Échos, du 1er mars 2000, va exactement dans le même sens. Gerhard Schröder vient de décider d'octroyer 30 000 visas à des travailleurs qualifiés venus de pays n'appartenant pas à l'Union européenne. Même si cette mesure a un objectif précis et limité. On ne peut s'empêcher d'y voir un premier pas dans la direction suggérée par le récent rapport de l'ONU intitulé « Migration de remplacement ». Les auteurs du rapport avertissaient les Européens qu'il leur faudrait accueillir, dans les 25 ans à venir, 159 millions d'immigrés pour maintenir le rapport actuel entre actifs et retraités. Quant au journal, Les Presses, du 17 février 2000, celui semble justifier les estimations de l'ONU sans autre réflexion. Des immigrés pour remplacer les bébés que nous ne faisons pas et payer nos retraites? L'Europe est déjà le premier continent d'immigration de la planète et cette tendance a toutes les chances de s'accentuer au cours des prochaines décennies. L'Europe entière, par sa faiblesse démographique, entre en dépendance migratoire, constate le démographe Jean-Claude Chenet dans le dernier rapport annuel de l'IFRI, Institut français des relations internationales. Les Nations Unies publieront au mois de mars une étude sur la population mondiale dont les principales conclusions, diffusées récemment dans un pré-rapport, sont explosives. Si rien ne vient perturber les évolutions actuelles, près de la moitié des Européens, 47%, auront passé l'âge de la retraite en 2050. Les experts de l'ONU estiment que seule une immigration massive permettra de faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Et chiffre à 159 millions de personnes, d'ici à 2025, les besoins globaux des pays de l'Union européenne. Enfin, nous avons la confirmation que les tendances à l'augmentation de cette immigration dont l'objectif est bien le remplacement des populations européennes, se confirment avec l'immigration irrégulière en 2022. L'Agence européenne de garde-frontières et garde-côtes, Frontex, a détecté l'année dernière 330 000 franchissements irréguliers. Ce chiffre marque une augmentation de 64% par rapport à 2021 et représente le nombre le plus élevé depuis 2016. Les plus fortes hausses ont été enregistrées sur la route des Balkans occidentaux et de la Méditerranée orientale, avec des progressions respectives de 136% et 108%. La première a représenté à elle seule 45% de toutes les entrées irrégulières en 2022. Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. La France présidente est une France métissée, fière de sa diversité. C'est une chance dans le monde actuel et je veux que tout le monde le comprenne et le mette en pratique. Quant à la demande d'asile, les pays de l'UE, la Norvège et la Suisse ont reçu ensemble 966 000 nouvelles demandes d'asile en 2022, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à l'année précédente. Il s'agit également du chiffre le plus élevé enregistré par l'Agence européenne pour l'asile depuis 2016, année où plus de 1,2 million de demandes avaient été déposées. L'organisme européen a déclaré que les demandes ont atteint les niveaux les plus élevés jamais enregistrés pour un large éventail de nationalités en 2022, y compris des citoyens venus d'Inde, du Burundi, du Maroc, de Tunisie, d'Égypte, de la République démocratique du Congo, du Pérou, de la Moldavie, du Yémen, de la Biélorussie et de Cuba. Comme nous pouvons nous en rendre compte, l'Occident mondialiste suit à la lettre les recommandations d'un certain Richard Coudenhove-Kalergi. Les États-Unis ainsi que l'Europe ont souvent été perçus comme jouant un rôle majeur dans la politique mondiale et pouvant avoir un impact sur la stabilité de différentes régions.
Voici quelques-unes des manières dont l'Occident ont été associés à des actions qui ont contribué à déstabiliser certaines parties du monde. Intervention militaire, l'Occident a été impliqué dans plusieurs interventions militaires, comme en Irak en 2003 ou le printemps arabe, qui ont suscité des controverses et entraîné des instabilités dans ces régions. Soutien à des groupes rebelles, l'Occident a souvent soutenu des groupes rebelles dans divers pays, ce qui a contribué à des conflits prolongés et à l'instabilité. Politiques économiques et commerciales, les politiques commerciales et économiques des États-Unis et de l'Europe peuvent souvent avoir des répercussions sur les économies d'autres pays, créant des tensions sur les flux financiers et entraînant une pauvreté extrême provoquant des immigrations de masse. Ingérence politique, les allégations d'ingérence politique, que ce soit par le biais d'actions diplomatiques ou de soutien à des mouvements opposants, ont également été monnaie courante. L'utilisation de la force unilatérale ou d'approches coercitives dans la diplomatie peut contribuer à l'instabilité régionale. Selon ce rapport intitulé « Migration de remplacement serait donc une solution pour les populations en déclin et vieillissantes ». Les projections des Nations Unies indiquent que, entre 1995 et 2050, la population du Japon ainsi que celle de pratiquement tous les pays d'Europe va probablement diminuer. Dans de nombreux cas, comprenant l'Estonie, la Bulgarie et l'Italie, des pays vont perdre entre un quart et un tiers de leur population. Le vieillissement de la population sera généralisé, élevant l'âge médian de la population à des hauts niveaux sans précédent historique. Par exemple, en Italie, l'âge médian augmentera de 41 ans en 2000 à 53 ans en 2050. Le rapport de support potentiel, c'est-à-dire le nombre de personnes en âge de travailler, 15 à 64 ans, par personne de plus de 65 ans, diminuera souvent de moitié, de 4 ou 5 à 2. Le rapport se concentre sur ces deux tendances remarquables et cruciales, et examine en détail le cas de 8 pays à basse fécondité, Allemagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Italie, Japon, République de Corée et Royaume-Uni, et 2 régions, Europe et Union européenne. Dans chaque cas on considère différents scénarios pour la période 1995 à 2050. En mettant en relief l'impact que différents niveaux d'immigration auraient sur la taille et le vieillissement de la population. Les principaux résultats de ce rapport comprennent. Les projections indiquent que, dans les prochaines 50 années, les populations de presque tous les pays développés deviendront plus petites et plus vieilles, en conséquence de la faible fécondité et de l'accroissement de la longévité. Par contre, la population des États-Unis augmentera de presque un quart. La variante moyenne des projections des Nations Unies indique que, parmi les pays étudiés dans ce rapport, c'est l'Italie qui subira la plus grande perte relative de population, moins 28% entre 1995 et 2050. La population de l'Union européenne surpassait celle des États-Unis de 105 millions en 1995, mais sera inférieure de 18 millions en 2050. L'ONU enfonce le clou sur l'inéluctabilité pour faire peur en acceptant l'immigration. Le déclin de la population est inévitable. En l'absence de migration de remplacement, la fécondité peut rebondir dans les décades à venir, mais peu de spécialistes croient qu'elle pourra remonter suffisamment dans la plupart des pays pour atteindre le niveau de remplacement dans un futur prévisible. Tous les pays et régions étudiés dans ce rapport auront besoin d'immigration pour éviter que leur population ne diminue. Cependant le niveau d'immigration, relatif à l'expérience passée, varie beaucoup. Pour l'Union européenne, une continuation des niveaux d'immigration observés dans les années 1990 suffirait à peu près à éviter une diminution de la population totale, tandis que pour l'Europe dans son ensemble, il faudrait 2 fois le niveau d'immigration observé dans les années 1990. 200 000 par an depuis Chirac et poursuivi par Sarkozy, Hollande, Macron. Fund, thank you. Godfather of the European Union, Richard Coudenhove-Kalergi, published the plan for a united Europe and the ethnocide of the peoples of Europe. The encouragement of mass non-white immigration was central to the plot. Since then, an unholy alliance of leftists, capitalists and Zionist supremacists has schemed to promote immigration and miscegenation with the deliberate aim of breeding us out of existence in our own homelands. As indigenous resistance to this human genetic modification industry grows, the criminal elite seeks new ways to camouflage their project. First, their immigrant pawns were temporary guest workers. Then it was a multiracial experiment. Then they were refugees. Then the answer to a shrinking population. Different excuses, different lies. And asylum is just another one. But the real aim stays the same. The biggest genocide in human history. The final solution of the Christian European problem.
This crime demands a new set of Nuremberg trials, and you people will be in the dock. Mr. Griffin, there is a blue card for you from Mrs. Gomez, all right? Señora Gomez. Mr. President, I'm really ashamed of the racist and xenophobic terms that were used by Mr. Griffin, and my only question to him is if he's there to make any concrete suggestions and amendments to the legislation. Is your policy serious, or are you just shouting? And I hope you will not be re-elected if you seek re-election, because it's a shame for this Parliament, the kind of statements you have just made. Señor Griffin? Mr. Griffin. It's you that's shouting, because obviously the truth hurts. Yes, I will be seeking re-election. Yes, I hope to return here to speak up for the indigenous Europeans, which the founder of this place has deliberately set out to wipe out, because that is a crime. I'm telling the truth. I have a constructive suggestion to help those poor asylum seekers from Africa. Yes, make it clear they can't come here, so they don't try to cross the sea and drown in huge numbers. The best way for them is to get the banks off the backs of their countries so they can live in peace in their countries, and we Europeans can live in peace in ours. Thank you. Gracias, señor Griffin. Thank you, Mr. Griffin. Ms. Angelilli, 2 minutes. Les nouveaux défis posés par des populations en déclin et vieillissantes exigeront le réexamen fondamental de beaucoup de politiques et de programmes établis, avec une perspective à long terme. Les questions cruciales qu'il faut examiner comprennent les âges appropriés pour la retraite, les niveaux, type et nature des prestations de retraite et de soins de santé pour les personnes âgées, la participation à l'activité économique, les montants des contributions des travailleurs et des employeurs pour financer les retraites et soins de santé des retraités. Les politiques et programmes ayant trait aux migrations internationales, en particulier aux migrations de remplacement et à l'intégration de grands nombres d'immigrants récents et de leurs descendants. Même si la situation géopolitique mondiale est complexe, l'Occident est le plus souvent la source des pauvretés dans le monde. Quant aux réfugiés arrivés en Occident, ils doivent savoir que la destruction de leur pays est la conséquence des choix et des actes de ceux qui les accueillent. Toutefois, nous pouvons observer dans ces études de l'ONU qu'elle ne propose pas, ni n'incite les pays à augmenter le niveau de natalité, à lutter contre le vieillissement des peuples par une volonté forte de repeuplement par une politique permettant aux couples, aux femmes d'avoir plus d'enfants en leur assurant une sécurité pécuniaire, une garantie pour la mise en crèche, la reprise du travail, voire un salaire maternel par exemple. Aujourd'hui, on met en valeur la PMA, la GPA, et même l'avortement contraceptif au lieu de mettre en place une vraie politique de la naissance. Oui, c'est la politique de grand remplacement qui ne tient pas compte des cultures, des civilisations et ne regarde que la vision économique. En France, un Afghan, un Irakien, un Sénégalais a la même valeur économique que 3 Français, et quelle importance et tant pis s'ils ne voient pas la vie de la même manière, n'ont pas les mêmes croyances, n'ont pas le même respect pour la femme et les enfants, ni même le même respect des lois du pays d'accueil. Aucun livre d'école ne parle de qu'allergie, néanmoins ce sont ces idées qui ont inspiré l'Union européenne d'aujourd'hui. Sa conviction que les peuples européens devaient être métissés avec les Noirs et les Asiatiques pour faire disparaître subrepticement leur identité et créer de cette manière une unique race métissée est à la base de toute la politique européenne face à l'intégration et à la défense des minorités. Comprenons dès maintenant que tout cela n'est pas décidé pour des raisons humanitaires. Ces directives sont promulguées, avec une détermination impitoyable, pour réaliser la plus grande substitution d'un peuple par d'autres de l'histoire. Le mouvement Pan-Europe est aujourd'hui encore en pleine activité et apparaît sur le net sous le nom de « Société européenne Coudenov-Kalergi » et voici leur présentation officielle. La fondation Coudenov-Kalergi a été constituée le 15 septembre 1978, soit 6 ans après la mort du grand Européen par l'Union pan-européenne. Le 20 février 2008, la fondation a été transformée en une Société européenne Coudenov-Kalergi. C'est une institution indépendante et d'utilité publique, financée par des dons, des legs et d'autres libéralités. Tandis que l'Union pan-européenne soutient, propage et défend l'union de l'Europe à travers ses membres. La Société européenne Coudenov-Kalergi favorise le processus d'union en remettant une distinction à des personnalités européennes, en finançant des projets concrets qui servent à la propagation et au développement de l'idéal pan-européen. Et en particulier aussi en mettant en valeur les archives européennes faisant partie de l'héritage de Richard Coudenov-Kalergi. Nous noterons le mot « héritage » en particulier et nous pourrions le remplacer par « dépeuplement européen ». En ayant lu son livre « Idéalisme pratique ».
Noblesse technique, pacifisme, on peut s'étouffer en lisant les propos tenus à son sujet. Richard Coudenhove-Kalergi, avec des racines dans plusieurs pays européens, a développé dès la fin de la Première Guerre mondiale le projet d'une Europe unie comme contrepoids aux tentatives totalitaires du fascisme, du national-socialisme et du communisme. Il a créé l'Union pan-européenne en 1923 et ses initiatives ont contribué de manière déterminante à la constitution du Conseil de l'Europe en 1949. Aujourd'hui, l'Union européenne est la concrétisation politique et économique du projet de paix européen. La Société européenne Coudenhove-Kalergi, créée comme fondation en 1978, veut contribuer à la consolidation de ce dessein au moyen de publications, de projets d'études et par la remise de prix. Michel Onfray rappelle à propos le passé peu glorieux de certains fondateurs de cette Europe. Connivence probable avec les nazis pour Jean Monnet. Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne, et ce pour un mandat de 10 ans, a été un professeur de droit instructeur des soldats nazis et que, de ce fait, il a porté l'uniforme d'officier national-socialiste, que Robert Schuman, l'un des pères de l'Europe unanimement reconnu comme tel, s'est fait réformer afin d'éviter de combattre pour la France lors de la Première Guerre mondiale, qu'il a opté pour la nationalité allemande en 1914. Voici la liste des lauréats de ce si prestigieux prix. 2020 Klaus Iohannis, président de la Roumanie. 2018 Avhenly Indred les morts ukrainiens pour la défense des libertés civiles dans Ukraine, à titre posthume. 2016 Kenneth Clarke, député britannique et ancien chancelier. 2014 Jean-Claude Juncker, Premier ministre luxembourgeois. 2012 Herman Van Rompuy, président du Conseil. 2010 Angela Merkel, chancelière d'Allemagne. 2008 Władysław Bartoszewski, secrétaire d'État de Pologne. 2006 Vera Wijk-Freiberga, présidente de la Lettonie. 2004 Ibrahim Rugova, président du Kosovo. 2004 Silvius Magnago, ancien gouverneur du Tyrol du Sud. 2002, Franjo Komarica, évêque catholique de Bosnie. 1999 Yehudin Menuhin, violoniste. 1998 Emil Constantinescu, président de la Roumanie. 1996, Lénard Méry, président de l'Estonie. 1994, Otto von Habsburg, président de l'Union pan-européenne. 1994, Alois Mock, vice-chancelier et ministre des Affaires étrangères. 1992 Ronald Reagan, ex-président des États-Unis. 1990 Helmut Kohl, chancelier d'Allemagne. 1988 Franz Joseph Strauss, Premier ministre de Bavière. 1986 Juan Carlos de Borbon, roi d'Espagne et chef de l'État. 1984 Sandro Pertini, président de l'Italie. 1982 Rudolf Kirchschlager, président fédéral de l'Autriche. 1980, Constantin Tsatso, président de la Grèce. 1978, Raymond Barre, Premier ministre français.